Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur ce plateau. On a un invité exceptionnel qui est Youssef Badr. Coucou Youssef. Salut. Merci énormément d'être là. Donc toi, tu es magistrat au tribunal de Bobigny, tu es le président le fondateur de l'association La Courte Échelle, qui met en relation des étudiants en droit avec des professionnels du droit pour plus d'inclusion, plus de diversité. Et tu es aussi l'auteur de ce livre formidable, donc Pour une justice aux 1000 visages, le mythe français de l'égalité des chances, aux éditions de l'Aube. Alors aujourd'hui, on est là, Youssef, pour parler de sujets que tu connais quand même très 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 bien. Rêve, audace, résilience, créer sa chance. Il y a plein de mots-clés forcément qui sont liés à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire si c'était ton rêve d'être juge ? Non, pas du tout. D'accord. J'avais pas spécialement de rêve ou de projet. Non, c'était pas mon rêve. J'avais pas spécialement de rêve quand j'étais petit. Tu vois, j'ai passé les années les unes après les autres. Ma mère me dit que j'aurais rêvé d'être dans l'aviation. Wow. Mais tu vois, elle m'en parle régulièrement, mais je n'ai pas spécialement le souvenir. À la fin du lycée, j'envisageais plutôt une école de commerce. Mais il est vrai que c'est marrant quand tu regardes les choses que tu faisais, pas de manière inconsciente, mais dont tu te souviens. J'allais beaucoup au tribunal de Pontoise quand j'étais jeune. Et j'allais beaucoup quand je voyais des affaires à la cour d'assises. Et je m'asseyais et je regardais, j'étais fasciné par les procès. Donc en fait, l'un dans l'autre, possiblement, en fait, je m'orientais vers les métiers du droit, mais sans véritablement le savoir. Donc non, pas du tout. C'était pas du tout mon rêve. Il y avait un intérêt, mais pas de rêve. Au-delà du métier en lui-même, c'était quoi tes rêves quand tu étais petit ? Ça peut être d'accéder à certains milieux, ou ça peut être même en termes de rencontres. Est-ce que tu arrives à identifier c'était quoi ces rêves que tu avais ? Non, franchement, je peux pas les identifier. J'adorais, je passais ma vie dehors. Ouais. Ma vie dehors, ma mère ouvrait la porte le matin et on partait, et puis elle nous appelait le soir. Mais je sais pas si on peut appeler ça un rêve, mais mes kiffs petits, c'était de faire des matchs de foot qui duraient 8 heures. On jouait, tu vois, genre 20 contre 20, avec des règles que nous seuls avions, tu vois. Ouais. Le plus nul va au goal et tout. Enfin, tu vois, avec des changements, c'était ça en fait. Où on faisait des parties de cache-cache géants dans mon quartier. Et franchement, moi, ça me faisait triper. C'était juste ça en fait. C'était de m'amuser quand j'étais petit. C'est hyper fort parce que s'amuser, on s'en rend souvent compte, je pense, dans la vie, c'est vraiment la clé de tout, c'est prendre du plaisir. Et parfois, les choses peuvent devenir trop sérieuses et on perd du sens. Alors toi, vu que je t'ai déjà interviewé pour mon média, je sais que l'entourage et les rencontres que tu as pu faire, ça a vraiment changé ta vie. Est-ce que tu dirais que justement, les rencontres que tu as faites, ça t'a aidé à créer ta chance et à être la personne que tu es ? Ah bah sans les rencontres, oui, sans les rencontres, c'est sûr que je sais pas ce que je serais devenu. C'est les rencontres en fait déjà qui te rendent, qui te permettent déjà d'avoir un regard différent sur les choses. Parce que si tu rencontres personne, si tu veux, tu restes dans tes idées, tu n'évolues jamais. Donc les rencontres, elles sont fondamentales. Moi, en fait, je sais pas si je m'en suis rendu compte petit, mais j'aime fondamentalement les gens. En fait, j'aime vraiment les gens, et y compris au tribunal, en fait. Les gens, j'aime les gens. En fait, j'aime discuter avec les gens. Quel que soit ce qu'ils aient fait, j'aime m'intéresser à leur vie, leur parcours, pourquoi ils sont là. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans une vie. Donc, en fait, forcément, je pense qu'on a énormément à apprendre des autres, y compris des gens, paradoxalement, avec lesquels on n'a pas forcément les mêmes idées, tu vois. Des gens, parfois, où tu as des idées radicalement opposées, mais je pense vraiment qu'ils ont quand même quelque chose à t'apporter, quelque part. Donc oui, c'est des rencontres, évidemment, ta famille, évidemment. Et puis ensuite, la rencontre de certains profs qui te sortent de ta zone de confort. Je pense que sortir de sa zone de confort quand on est étudiant et même dans le milieu professionnel, c'est quelque chose de très important. Tu sais, parfois, on va te proposer des opportunités. Tu vas te dire non, ça m'intéresse pas ou j'ai pas envie d'y aller. Et quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que parfois, tu n'as pas envie de sortir de ton cocon professionnel parce que tu sais faire les choses. Et en fait, c'est très bien. Tu sais que c'est comme ça que ça s'est fait le porte-parole à la chancellerie. J'étais dégoûté que ça me soit tombé dessus. Je me tordais les doigts pendant des jours et des jours. On précise, tu as été porte-parole du ministère de la Justice exactement, de 2017 à 2019. Ouais, de la ministre, ouais, exactement, de Nicole Belloubet. Et en fait, j'étais très bien au parquet de Paris. J'étais très bien, j'avais mon cabinet, mes dossiers, mes collègues et tout. Et j'arrêtais pas de me dire pourquoi je vais aller là-bas, et tout. Et en fait, les gens m'ont dit, des gens ont su me convaincre que c'était une opportunité professionnelle qu'il fallait saisir, et ils ont eu raison en fait. Mais tu vois, seul, j'aurais dit non, laissez-moi tranquille, c'est pas fait pour moi.
Alors, c'est quoi qui t'a généré ce sentiment-là? C'est justement le fait que sortir de ta zone de confort, ça te faisait, entre guillemets, paniquer? C'est peut-être un syndrome de l'imposteur? C'est le fait que pour toi, c'était un milieu institutionnel qui était complètement déconnecté de toi, de ton identité? Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, c'est tout ce que tu dis. C'est un mélange de tout ce que tu dis. C'est allez, 20 à 15% de toutes ces petites choses-là. La première chose, c'est que, en fait, il faut vraiment comprendre, mais vraiment, hein, moi, il y a eu un avant et un après 13 décembre 2007. Le 13 décembre 2007, il y a presque 20 ans, j'apprends que je suis admis à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature. En fait, moi, ce jour-là, c'est à peu près l'équivalent d'avoir remporté la Coupe du Monde, pour moi. Mais vraiment. Donc, du coup, moi, je me suis dit, tout ce qui va m'arriver après, c'est du bonus. Ouais. Tu vois, donc en fait, c'était du bonus. Et ensuite, les opportunités, tu vois, elles viennent. Et je pense que quand tu pars de chez toi, d'un quartier, tu vois, d'une famille très aimante, et dont je suis très fier, tu vois, dont personne n'est juge, personne n'est cadre, personne n'a des fonctions importantes, dont des parents parlent pas la langue française et tout ça, avec une culture qui est différente. Moi, je considérais déjà que j'étais un chanceux, tu vois, que j'avais déjà fait quelque chose de super. Et donc, du coup, je me sentais pas légitime. Sortir de ma zone de confort, comme je te disais tout à l'heure. Et je me disais, ma mère, elle m'a toujours dit un truc, mais sur lequel elle a raison. Elle m'a toujours dit, si tu peux rentrer chez toi le soir, tu vois, avec mettre ta famille à l'abri, avoir un métier qui te plaît. Et voilà, elle m'a dit, n'en demande pas plus, tu vois. Et je pense qu'elle a quelque part un peu raison. Tu vois, il faut pas courir après les postes, être ambitieux. Elle a 1000 fois raison. Faut faire un poste où tu es utile. Et donc, du coup, c'est un peu tout ça. Sauf que parfois, tu vois, il faut savoir écouter des gens qui sont aussi là pour ton bien. Et heureusement, j'ai la chance d'en avoir quelques-uns autour de moi depuis 20 ans et qui me disent ça, vas-y, pour 1000 raisons. Donc, c'est un peu un mix de tout. Mais parfois, tu vois, il faut savoir prendre des risques. Ton discours, il est précieux, c'est ne pas chercher l'opulence, mais chercher l'alignement intérieur. Ça, c'est ultra précieux. Alors, j'ai une question par rapport à ton livre que je vais remontrer, car il est très, très beau. Donc, Pour une justice aux 1000 visages, aux éditions de l'Aube. Donc, le titre complet, Pour une justice aux 1000 visages, le mythe français de l'égalité des chances. Pour me faire justement ma transition avec ma question, qui est pourquoi ce titre? Pourquoi l'égalité des chances est un mythe français aujourd'hui? Alors, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, je pense qu'il résume complètement l'idée que je me fais de la justice et l'idée que tout le monde aujourd'hui se fait jusqu'au sommet de l'État. Tu vois, la question, c'est qui aujourd'hui a accès à des fonctions de décision dans les métiers du droit et comment la justice, elle est incarnée. Je pense que c'est vraiment très important. Pourquoi ce titre? Pour être parfaitement honnête, c'était pas le titre que j'avais choisi au début. Ah ouais, t'avais J'avais choisi quoi? autre chose. Moi, au départ, je voulais garder le mythe français d'égalité des chances et je voulais appeler le titre à armes égales. Ok. Et parce que je trouvais que ça disait aussi beaucoup de choses. Et l'éditeur, en qui j'ai toute confiance, me disait qu'il aimait pas l'emploi du mot arme. Ouais. Voilà, que ça pouvait être un peu détourné. Et je l'ai compris. Et donc, du coup, on n'est pas parti là-dessus. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans une société aujourd'hui, franchement, c'est pas caricatural de dire qu'on est quand même totalement fracturé, totalement divisé. Chacun regarde l'assiette du voisin, chacun pense que le voisin est responsable de tous ces mots, MAUX. C'est soit... moi, je le vois dans les études de droit, les gamines, les étudiantes qui portent le voile, elles sont responsables de tout. Il y a des universités qui sont stigmatisées, montrées du doigt. C'est une erreur énorme, en fait, on est en train de prendre un chemin qui est pas bon du tout, et que je pense aujourd'hui qu'il faut regarder les jeunes, mais les très jeunes, à l'école primaire, au collège, et leur dire que, en fait, c'est leur chance. Finalement, le système montre qu'il n'est pas là pour rectifier les inégalités. C'est à eux de saisir leur chance. Et ce livre, même si le constat il est un peu noir, j'aimerais que les jeunes qui le lisent finissent le livre et se disent « Ok, le système il est injuste, donc il faut que je saisisse ma chance moi. Et il faut que j'aille au bout de mes projets. » Et parce que je pense que c'est eux qui vont faire évoluer la société, parce que là, vraiment, je pense qu'on a pris une voie qui n'est pas forcément la bonne. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, la voie de la colère, de chercher des responsables, c'est jamais la bonne. Alors justement, toi, tu as réussi à créer ta chance. Là, ton parcours, il est quand même incroyable, en sachant qu'à la base, tu étais en études à Cergy, hein, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à justement des jeunes qui ne savent pas comment faire pour créer leur chance, pour s'insérer, pour trouver leur place dans le système? Peut-être pour commencer en nous disant comment toi, tu as réussi à le faire. La première chose qui est quand même hyper importante, c'est qu'il faut savoir ce que tu as envie de faire quand même, ou avoir une idée quand même globale de ce que tu as envie de faire. Ça, il n'y a que la personne concernée qui peut le savoir. Personne peut, peut savoir à ta place vers quoi tu vas te diriger. Je pense que déjà, avoir une idée précise de ce que tu souhaites faire, le milieu, le domaine, je sais pas moi, la médecine, l'informatique, la santé, l'associatif, c'est quand même très important. Ensuite, je sais que ça peut paraître un peu des phrases toutes faites, mais c'est la réalité. C'est se dire que même si la vie elle est courte, le temps il est long. Tu vois, le temps, t'as un temps long quand t'as 20 ans.
Et se dire que c'est pas parce qu'à 20 ans ou même à 25 ans, tu n'es pas fixé sur ta situation professionnelle que c'est un drame. C'est absolument pas un drame. Moi, j'ai eu le concours de l'ENM, j'avais 25 ans. Beaucoup de gens pourraient considérer que c'est déjà tard. Et en fait, en réalité, tu es quand même très jeune. Donc, il faut vraiment se dire qu'il faut prendre le temps de faire les choses étape par étape. Et ensuite, bah oui, il faut se dire que l'échec fait partie du chemin, parfois. Que parfois, il y a des portes qui se ferment et puis d'autres qui s'ouvrent à côté. Et puis se dire que bah, la patience, c'est quand même quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez et qui est quand même une vertu, une qualité, une notion qui est quand même très importante parce que, en fait, la vie, elle est faite de moments où on va te freiner, des accélérateurs. Et les moments où on va te freiner, c'est pas forcément des choses qui sont négatives. C'est des choses où ça permet vraiment de stabiliser ce que tu es en train de faire. Et moi, on m'avait dit une chose qui était très juste à l'époque. On m'avait dit, tu as deux choix. Tu as soit le choix de travailler beaucoup, parfois de prendre beaucoup de choses en pleine face quand tu es jeune, mais de récolter les fruits plus tard. Soit l'idée parfois de laisser tomber tes projets et d'aller partir sur le monde du travail, mais de nourrir des regrets après, parfois pendant des années, voire peut-être toute ta vie. Et je pense c'est vraiment le choix entre ces deux chemins-là. Donc, ouais, le conseil que je leur donnerais, c'est vraiment de se déterminer d'abord sur la voie qu'ils veulent emprunter et ensuite bah, de mettre tout ce qu'ils peuvent faire, tous les moyens en œuvre pour y arriver, quoi. La structure et l'ancrage. Alors moi, si je t'écoute, j'entends aussi qu'il y a cette idée aussi de temps long qui est hyper importante. Et dans la société aujourd'hui, on est beaucoup, et c'est normal aussi, dans cette culture un peu de l'immédiateté, où on veut que ça aille très vite. Et si on n'obtient pas, tu parlais de ton concours tout à l'heure, par exemple, si on n'obtient pas un concours, on se dit, bah, on est nul, voilà, c'est que je ne suis pas peut-être fait pour ça et je vais abandonner. Toi, ton conseil, si je comprends bien, c'est vraiment de se dire, parfois, c'est une question de timing et d'être au bon endroit au bon moment, et ça peut prendre aussi du temps, et c'est OK, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, sinon, à ce moment-là, premier échec au concours, à ce moment-là, je partais et puis je faisais autre chose. J'allais faire de l'intérim, j'allais faire radicalement autre chose. C'est juste que parfois, c'est difficile quand on a la tête dans le guidon, mais parfois, il faut être capable de s'extraire et de se dire, bon, bah là, c'était pas fait pour moi à ce moment-là. Analyser les raisons aussi, tu vois, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis ensuite, ouais, repartir à l'assaut de ce projet si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai des étudiants à l'association qui ont eu le concours parfois la première fois, c'est super. Et puis d'autres qui l'ont eu la deuxième ou la troisième fois. Aujourd'hui, ils sont hyper épanouis. Et la chose qu'ils me disent dans tous les cas, c'est ils me disent, j'ai bien fait d'être patient, tu vois. J'ai bien fait d'être patient et voilà. Bien sûr que c'est difficile quand tu viens de planter quelque chose. C'est difficile d'entendre ce discours-là. Mais il n'empêche que parfois, il faut être capable de prendre un peu de temps, de recul, d'analyser pourquoi ça n'a pas marché et d'y retourner. Ouais. Justement, hyper intéressant ton partage d'expérience. Est-ce que tu arrives avec beaucoup de rétrospectives à analyser pourquoi tu l'as raté et pourquoi tu l'as réussi? Qu'est-ce qui a changé? Alors franchement, honnêtement, alors bien sûr, c'est le grand oral, l'épreuve du grand oral qu'on a mieux préparé la deuxième fois. Franchement, aujourd'hui, moi, de manière très simple, je me dis juste, je devais pas l'avoir la première fois. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est le destin. Je devais pas partir cette année-là, je devais partir l'année suivante. Et c'est aussi simple que ça. Tout arrive pour une raison. J'adore, j'adore. Toi, est-ce que tu pourrais peut-être aussi nous expliquer, vu qu'on est là pour parler d'audace, de résilience, c'est quoi ta définition, ta conception au quotidien du mot audace? Tu vois ça comment? L'audace, pour moi, c'est vraiment déjà croire en ses capacités, même si elles ne sont pas flagrantes, tu vois. C'est être convaincu que tu en as, être convaincu que tout le monde a des énormes qualités, tout le monde a des choses à apporter. C'est pas parce que, tu vois, il faut pas attendre, tu vois, d'avoir eu des 16 ou des 17 partout dans ton parcours scolaire pour être le plus audacieux, le plus méritant, Pas du tout. C'est d'abord être convaincu que n'importe quelle personne a énormément de choses à apporter. Et la deuxième, c'est parfois d'être là où on t'attend pas forcément, tu vois, et de sortir, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, mais parce que j'aime bien cette expression qu'on m'a dit un jour, c'est être capable de sortir de ta zone de confort et de te rendre compte que finalement, en fait, le confort, en fait, c'est un peu la définition que tu en as toi et de ce que tu en apportes toi. Et ça, c'est très important, en fait. C'est très important, mais c'est pas facile du tout. Quand on a peut-être un tempérament anxieux, quand on n'est pas forcément extraverti, quand la sécurité, justement, ça nous rassure, comment, par exemple, des conseils, comment on fait pour sortir de sa zone de confort? Moi, je suis un hyper anxieux. Hein. C'est pour ça que je te passe une petite passe des... Je suis un hyper anxieux et tout. En fait, je pense qu'il faut savoir s'entourer. Je pense qu'il faut savoir s'appuyer sur les gens qui te sont chers et qui t'aiment. Tu sais, parfois, on pense qu'il faut essayer de trouver des relais dans le milieu dans lequel tu t'identifies ou dans le milieu dans lequel tu évolues. Mais en fait, en réalité, parfois, on cherche des relais alors qu'on en a autour de soi. Il faut être capable de s'appuyer sur sa famille et ses proches. En fait,
L'audace, c'est aussi ça. Et la zone de confort, c'est aussi ça. C'est aussi être capable de regarder ses parents quand voilà, on a la chance aussi toujours de les avoir, ses frères et sœurs, ses amis proches, même quand on en a un ou deux, et de leur dire, à ton avis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Et je pense que ça, on le fait pas assez. C'est très important. Tu sais, moi, les moments de galère que j'ai vécu, les plus difficiles, je me rends compte que les gens qui étaient toujours là, en fait, c'était ma famille. Mes parents, mes frères, mes frères et sœurs, c'est toujours eux qui ont été là quand j'en avais besoin. Et en fait, on n'est plus capable parfois de le regarder. On s'identifie à un milieu professionnel ou à un milieu dans lequel on évolue, alors qu'en fait, on a les réponses juste devant les yeux, en fait. C'est une évidence, non, mais bien sûr, l'entourage, c'est vraiment la source de la force pour continuer à avancer, rester ancré, on revient toujours à ça. Toi, aujourd'hui, Youssef, tu es ce qu'on appelle un transfuge de classe. Tu as changé de classe sociale, voilà, tu as atteint des sphères qui sont très institutionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu te sens à ta place dans ce système où tu as toujours cette espèce d'impression qui est vraiment typique des personnes qui changent de classe sociale, de se sentir un petit peu étrangères au monde à laquelle voilà, elles ont été transférées? Alors ça a mis du temps et pas mal d'années, mais aujourd'hui, honnêtement, il y a quand même beaucoup de ballons que j'ai réussi à lâcher, tu vois, que j'ai laissé partir. Et oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis à ma place. Et je vais te dire, je pense que si j'étais pas à ma place, je pense que j'aurais pas pu, si j'avais encore ce syndrome très marqué, je pense que j'aurais pas pu fonder la courte échelle, vraiment. Et donc du coup, tout ça aussi, ça participe de toute cette... ça veut pas dire que j'oublie d'où je viens, absolument pas. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, j'accepte le fait que, avec mon parcours, mon histoire, je suis à ma place à l'endroit qui est la mienne, au poste qui est le mien, pardon, dans la place qui est la mienne. Et je pense que c'est aussi pour ça que je peux agir au niveau associatif. Ça a pris pas mal d'années, mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je pense que je le suis. D'ailleurs, c'est magnifique parce qu'on peut partir sur une anecdote peut-être. Concrètement, tu impactes la vie des jeunes à la courte échelle. Et je sais qu'on avait parlé d'une jeune, que évidemment on ne va pas nommer parce que ce n'est pas l'idée, où vraiment elle allait presque abandonner le droit. Et une association, une rencontre, de la considération, de l'écoute, ça peut vraiment impulser une histoire personnelle et faire en sorte que la personne, elle trouve son chemin là où sa vie aurait été complètement différente sans toi. Est-ce que tu peux nous partager peut-être cette anecdote à nouveau qu'on avait eue dans l'interview précédente ensemble, ou peut-être une autre, pour montrer vraiment la force de la transmission pour aider les gens, les jeunes, à créer leur chance? Sinon, il y a de manière très simple. Là, il y a quelques jours, il y a eu les résultats du concours de l'examen d'entrée à l'école du barreau. Et il y a quelques jours, il y a eu les résultats du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature. Ouais. J'ai reçu une avalanche de messages. Il y en a un qui m'a particulièrement touché. Un gamin, un jeune, issu de Roubaix, parent ouvrier, qui m'avait invité dans son université il y a 3 ans et qui m'a envoyé un message hyper touchant pour me dire que le discours que j'avais pu leur tenir l'avait vachement marqué et que ça l'a vachement travaillé, vachement accompagné. Et il m'a envoyé un message pour me remercier parce qu'il partait à l'école de la magistrature. Et j'étais très content. Et pareil pour des étudiantes, dont notamment une qu'il avait ratée, que j'avais rencontrée avec sa maman dans le cadre d'une rencontre autour du livre, et qui est admise à l'école du barreau et qui m'a envoyé un message hyper touchant. Et moi, ça me donne la chair de poule parce que je me dis, tu vois, modestement à notre niveau, on y a contribué, on a été présent. Elle, on lui avait trouvé des stages, on l'a suivi, accompagné, on l'a aidé pour le grand oral. Et je suis très fier de ça. Je suis très fier parce que je sais eux ce qu'ils vont faire après. Je sais ce qu'ils vont faire après. L'impact de la transmission, c'est hyper important et c'est valorisant. Parce que et je sais que ça, pour le coup, c'est aussi typique des personnes qui sont transfuges de classe. Toi, tu as un peu cette sensation que finalement, tu n'as pas fait grand-chose. C'est ça qui est dingue. Oui, nous, en fait, alors que c'est incroyable, tout ce que tu as accompli, et tout ce que tu fais au quotidien. En fait, dans le cadre de l'asso, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des ressources qui existent, en fait, tu vois. Vraiment, je le dis, la courte échelle, elle est incarnée par quelqu'un, mais c'est... le merci, il s'adresse au milieu de professionnels, tu vois, aux milliers de professionnels qui nous accompagnent. Je pense à un autre, tu vois, qui galérait pour trouver une alternance, qu'il a trouvé il y a quelques jours. Il s'appelle Abdoulaye. Il est pas d'origine française. Et c'est le parrain qui s'est mis en 4 pour lui trouver son alternance dans une grande entreprise. C'est lui, en fait, tout le mérite, il lui revient à lui, tu vois. Moi, je leur envoie des messages, mais je sais plus quel adjectif employer, tu vois, pour les remercier, quel mot employer pour les remercier. Ils me disent non, c'est normal et tout. Mais non, c'est pas normal, en fait. Qu'un type bénévolement trouve du temps libre pour aider un jeune qu'il ne connaît pas, c'est ça la beauté du projet, en fait. Je t'assure, moi, je l'incarne, mais je te promets que mon rôle, à part la structure et tout, il est minime par rapport à ce qu'eux, ils font. C'est la beauté de l'humanité, mais c'est parce que je pense vraiment que tu as cette humilité de pas du tout oublier d'où tu viens et tu gardes cette simplicité et c'est exceptionnel.
Toi, je sais, Youssef, que tu as aussi été discriminé sur ton apparence. Toi, tu dirais que par rapport à ton parcours, tes compétences, du coup, elles ne sont pas toujours passées avant ton apparence. Ce qui pourtant devrait être le cas dans le monde du travail et dans le monde tout court. C'est ton expérience. Tu pourrais nous partager justement cette expérience et ces ressentis peut-être avec des exemples? Oui, alors franchement, des exemples, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Je pense encore aujourd'hui que le combat que je mène aussi peut agacer, tu vois, parce que certains considèrent que c'est pas un sujet, que c'est pas vrai, que c'est L'égalité des n'importe quoi, chances. bien sûr, ou même la discrimination, que ça n'existe pas. La discrimination, bien sûr, il y en a qui considèrent que la discrimination, c'est comme le monstre du Loch Ness. Mais vraiment, hein. Il y en a qui considèrent que c'est se positionner dans une position victimaire et tout ça. Bon, si tu veux, quand tu ouvres la boîte structurelle de l'association, tu sais pourquoi tu fais ça. Donc, oui. En fait, aujourd'hui, j'essaie de plus y prêter attention, j'y prête plus attention, j'avance et je me prends plus la tête parce que, comme je te disais tout à l'heure, même si le temps il est long, la vie elle est courte, paradoxalement. Et voilà, et j'essaie de regarder, tu vois, quel impact tu peux avoir quotidiennement et quelle bonne action tu peux faire quotidiennement en faveur des jeunes. Et je pense que c'est ça pour moi le plus important et c'est ça qui me tient à cœur. Oui, je te dirais par exemple, il y a 15 ans, quand j'étais en stage juridictionnel, j'ai le souvenir au moment des évaluations, c'est une période que j'avais très mal vécue, qu'on était 3 auditeurs de justice. Et moi, on me disait que je cherchais à particulièrement briller parce que j'en faisais beaucoup sans considérer que peut-être que j'étais très fier de ce que je faisais et que j'avais envie aussi de montrer que j'étais largement capable et que c'était pas juste une volonté de briller, c'était juste une volonté de montrer en fait que j'étais un bon élément. Voilà. Et je l'ai ressenti comme quelque chose, tu vois, discriminatoire. Je pense que je me serais appelé différemment avec une tête différente. On m'aurait dit c'est un super élément lui. Ça a été un bonheur de l'avoir, il a fait du super boulot, il s'est vachement investi et c'est pas ce qu'on m'a dit. Et j'ai très mal vécu, mais tu vois, j'ai pu soigner ça avant de partir en lui disant. Et elle avait pas de... J'ai senti, tu vois, que je visais juste dans la manière dont elle l'a reçu. Et je me suis dit, il faut que tu dises les choses aux gens en fait. Il faut que tu dises quand tu le ressens. Je lui ai dit les choses et je suis parti. Et tu vois, ça m'a permis d'être en paix avec moi-même. Mais ça libère carrément. Mais il y a eu des grosses dingueries. Enfin, t'es arrivé à un stage, premier jour, on te prend pour un prévenu. Et c'est quand même dingue. Et pour le coup, enfin, je pense qu'on n'est pas parano si on dit que si t'avais pas eu peut-être cette apparence, on t'aurait pas pris pour un prévenu. Donc ça en dit quand même aussi beaucoup sur la société. Tout à l'heure, tu parlais des femmes voilées. Les exemples, ils sont innombrables, que ça soit le poids, que ça soit la couleur de peau, même les tatouages, il y en a plein. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes, à des personnes qui se sentent, parce qu'évidemment, on le sait, c'est très insidieux, hein, on vous dit jamais clairement que c'est pour telle ou telle raison qu'on vous discrimine, mais qui se sentent du coup discriminés sur leur apparence et qui ne se sentent pas reconnus sur leurs compétences. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce que tu l'as vécu. Alors déjà, sur les situations de discrimination, la première chose que j'aimerais dire et qui est très importante, c'est qu'il faut évidemment pas avoir des discriminations partout. Parfois, en fait, on n'est pas pris. On pense que c'est par rapport à son apparence, mais... Moi, je suis passé beaucoup de fois après, des gens que j'avais recommandés, et j'ai eu la chance d'avoir un débrief. Le CV était pas bon, l'entretien s'est mal passé, des questions fondamentales on n'a pas su trouver les réponses à des évidences et tout. Donc ça me permet aussi de dire attention, on t'a pas pris, pas du tout pour ça. Et ça, c'est hyper important parce que tu sais, il faut pas nourrir de la rancœur dans la tête de ces jeunes et c'est très très important. Bien sûr. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. En fait, j'ai un conseil à leur dire quand c'est le cas. Quand ils sont convaincus que c'est le cas, parce que tu sais, c'est aussi de l'interpersonnel, c'est du ressenti, il n'y a que toi qui peux sentir ça, c'est de leur dire, parlez-en, tout simplement. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos proches, et parlez-en parce qu'il y a aussi des institutions, comme par exemple le Défenseur des droits qui existe, il y a des organismes qui existent, parlez-en juste, et puis après vous réfléchirez à comment est-ce que vous avez envie de faire évoluer la situation. Mais déjà d'en parler, ne pas le garder pour soi. Bien sûr. Alors, en parler, évidemment, l'action, elle est fondamentale. Mais je veux dire en termes d'état d'esprit. Parce que c'est quand même la base de tout. Avant d'agir, enfin, je suis désolée, tu vois, si on se laisse démonter psychologiquement et qu'on se dit, bah, en fait, j'ai plus ma chance, je vais tout arrêter parce que de toute façon, je suis voilée, ou j'ai du poids, ou je suis noire, ou quoi que ce soit, et c'est pas mon monde. Il se passe rien derrière, tu vois, t'arrêtes et c'est tout. Bah, en fait, ce que je leur dirais, c'est que heureusement, la société n'est pas... Il n'y a pas que des gens comme ça. Heureusement. Donc je leur dirais que ça existe, ils le savent, pour l'avoir vécu à ce moment-là. Et je leur dirais qu'il existe aussi autre chose ailleurs et qu'ils auront leur place ailleurs. Ouais, ça, et ça, c'est très très important. C'est de leur dire que ça ne résume pas, on ne peut pas en faire une généralité. C'est vraiment important parce que tu sais, moi je me rends compte aujourd'hui, je pensais, tu vois, en créant une association que c'était que du positif, que c'était génial et tout. Mais en fait, le discours que tu tiens, il est hyper important.
Et je peux pas, même si parfois j'aurais envie parce qu'il y a des choses qui m'indignent, je peux pas non plus leur dire, je peux pas appeler à la révolte en fait. Non, ça, bien je sûr. pense qu'il faut pas le faire. Faut rester positif. Voilà, exactement. Il faut rester positif parce que il s'agit de leur avenir avant tout, tu vois. Faut leur donner des bonnes énergies. Exactement. Et je pense que c'est vraiment important. Et moi, ce que je leur dis, c'est une fois que tu seras inséré, une fois que tu auras trouvé ta place, eh ben réfléchis, regarde, quitte à nous rejoindre, à comment est-ce que tu as envie de faire évoluer ce sujet et à faire des actions pour la lutte, tu vois, contre les discriminations. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, j'ai appris une chose, c'est que en dehors du système, tu ne vaux rien. Il faut être dans le système pour le faire évoluer positivement. Complètement de l'intérieur. Et cette idée d'être au bon endroit et de se fermer les mauvaises portes et de s'ouvrir les bonnes portes, les portes qui nous ressemblent et qu'on mérite, elle est grave importante. Alors mon Youssef, un des thèmes forts de ce plateau, c'est aussi la résilience, qui est un mot ultra galvaudé aujourd'hui, qu'on entend un peu à tort et à travers. Ce mot, il t'évoque quoi? Il représente quoi pour toi? C'est vaste, hein. Franchement, j'aurais envie de te dire, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Je sais pas, Dans ton parcours, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu n'as rien lâché? Pourquoi aujourd'hui tu dirais qu'il y avait peut-être des sphères qui n'étaient pas faites pour toi, mais que tu t'es accroché quand même et que tu t'es dit j'y vais? Je pense qu'il y a aussi un petit état d'esprit, il me semble, à avoir. Je pense que j'étais un petit peu ambitieux aussi, orgueilleux, ce qui n'est pas, encore une fois, une qualité. Pourquoi orgueilleux? Parce que je voulais vraiment montrer, tu vois, que j'étais capable de faire des choses. Je me disais, je comprends pas, tu vois, j'aurais fait des stages, j'aurais été à l'heure, je serais parti, j'aurais fait les tâches qu'on m'aurait demandé, et pour autant, j'ai jamais réussi à en décrocher. Et c'était pourquoi? C'était pour te rendre fier toi, rendre fier ta famille? Non, c'est qu'un prof me le disait dans les années 2000, il me disait, ton rôle, sans le savoir, il va être important. Parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui vont te regarder, il y a plein de gamins qui vont passer après toi, et qui vont se dire, est-ce que lui, il l'a fait? Tu vois, est-ce que, du coup, il a un peu, pas ouvert la porte, mais presque. Et donc, du coup... je pense que l'envie aussi de rien lâcher, en fait, l'envie de rien lâcher. Et après, la résilience, elle vient aussi du fait que je pense que quand tu as un peu vécu des trucs compliqués, je t'assure que ça te met un peu du plomb à la tête. Tu sais, je parle souvent de ça, mais c'est la réalité. Quand tu te retrouves en plein hiver à déballer au marché d'Argenteuil des vêtements pour bébé, que tu as les mains gelées, que tu sais que tu vas gagner 120 francs, que tu sais que tu arrives à 5 h du matin, que tu sais que tu dois repartir à 15 h, tu vas arriver à 15 h chez toi, que tu es en terminale, que tu dois réviser pour l'année du bac, je t'assure que tu n'as qu'une envie, c'est de te dire, écoute, prends le sujet par tous les bouts. L'école, il faut absolument que tu t'y accroches. Parce que sinon, c'est potentiellement ce que tu fais là actuellement qui t'attend en fait. Donc je pense que la résilience, pour nous, dans notre famille, mes frères et sœurs, je pense qu'elle vient aussi de là. C'est que mes parents, sans le savoir, même si c'était un peu... je sais pas quel terme je peux employer, mais c'était pas forcément bienveillant, tu vois, de nous envoyer mineurs, jeunes, faire les marchés. Quelque part, ils nous ont mis du plomb dans la tête en fait. Ça t'a forgé. Alors, ton discours sur l'école aussi, il est hyper intéressant parce que aujourd'hui, il y a énormément de jeunes, surtout des jeunes des quartiers, qui se sentent oubliés complètement dans le système. Toi, tu t'es accroché à certains profs qui eux-mêmes t'ont tendu la main et t'ont aidé aussi dans ton parcours. Ça a eu vraiment de l'impact pour créer ta chance? Oui, bien sûr, des profs qui ont su trouver les bons mots, qui ont su, comme je disais tout à l'heure sur la discrimination, tu vois, ont su te lever des choses que tu pensais être acquise, tu vois, quelqu'un qui va te dire arrête de toujours ramener ça à tes origines maghrébines, c'est pas vrai, on te prendra si tu es bon. Donc voilà. Tu sais, moi j'avais une carte maîtresse, un joker. Quand parfois je me prenais la tête avec des profs, Ah ouais? je disais toujours, de toute façon vous me dites ça parce que je suis arabe. C'était un peu mon joker, tu vois, je me cachais. Et du coup ça me permettait. Et un jour un magistrat m'a enchaîné et il m'a dit il faut que tu arrêtes en fait avec ça, c'est saoulant. Moi, je suis polonais et je suis juge. Ouais. Donc, il m'a dit, on te prendra si tu es bon. Si tu es pas bon, on te prendra pas. Voilà, c'est simple. Mais il m'a dit ça vraiment sur un ton énervé, quoi. Ouais, et tu t'es accroché, mais tu m'as dit quelque chose dans l'interview précédente qu'on avait fait que j'ai pas oublié, qui m'a marqué. C'est qu'en fait, il y avait des gens qui étaient largement meilleurs que toi aussi et qui pourtant ont été des grands oubliés des quartiers, du système. Et c'est hyper important, du coup, tout ce que tu incarnes aujourd'hui pour les jeunes, parce que le premier de la classe, finalement, c'est pas celui qui va le plus réussir. Moi, je reviens vraiment, et j'y tiens au début de l'interview, c'est l'entourage. Peut-être qu'il n'avait pas ta chance aussi, qui est réellement une chance, d'avoir une famille qui te porte, d'avoir ses profs qui te soutiennent, et au final, qui t'impulse vers l'avant. Et ça, vraiment, je pense, c'est dans les moments de doute, de peur, de découragement, de drames familiaux, de tout, c'est ça la clé, hein. Il y a l'entourage familial, il y a l'entourage scolaire, il y a la rencontre avec les profs,
Il y a la question de l'orientation, ne pas se faire avoir. C'est idiot, hein, mais tu te fais avoir. Il y en a plein qui sont partis en voie professionnelle. Quand moi, je suis parti en seconde générale, moi, je l'ai échappé de peu. Il y a le prof qui va te dire il faut qu'il redouble, il faut qu'il fasse ci. La capacité de la famille à dire non, c'est hors de question qu'il aille en voie professionnelle. C'est pas fait pour lui, c'est pas ce qu'on veut pour lui. Il y a la capacité aussi de l'étudiant, quelque part, un peu à se rebeller, à dire non, c'est pas la voie que je veux. Voilà, il faut être maître, en fait, de sa scolarité. Il faut vraiment être maître de sa scolarité, mais dans tous les sens du terme. Et ça, je pense que c'est très, très, très important. C'est la clé, vraiment. Avec tous les sujets qu'on a évoqués, audace, résilience, créer sa chance, rêve. Mille merci, Youssef. Merci, Dorit, merci Alors, à toi. je remontre ton livre parce qu'on aime beaucoup faire ça. Pour une justice aux 1000 visages, le mythe français de l'égalité des chances. Merci, vous êtes un public merveilleux. Et donc, qui est aux éditions de l'Aube. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu incarnes.